Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 13 avril. Au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, 3 parties. On commence tout de suite avec la police qui parle incivilité avec les collégiens. Avec un programme proposé par les services de la ville de Nyon, la PNR souhaite anticiper les éventuels débordements en sensibilisant les classes du collège de Nyon-Marans. En plateau, le lieutenant Stéphane Magnin et le sergent Nicolas Grange nous en parlent. En sport, on grimpe avec Sophia Yokoyama, remontée à bloc pour les prochains championnats du monde de bloc. Alexandre Caporal la reçoit sur son plateau. Enfin, en culture, on continue notre série dédiée à Vision du réel pour sa 52e édition. En ligne, bien sûr, aujourd'hui on parle du film Le chant des vivants avec le programmateur Emmanuel qui nous en dira quelques mots, peut-être en chanson, on verra. La police à la rencontre des collégiens. À Nyon, la PNR préfère anticiper les éventuels débordements en discutant avec des collégiens de Nyon-Marans. Le but, comprendre et discuter pour mieux vivre ensemble. Après 2 semaines de rencontres, nous faisons le point avec nos 2 invités. Le lieutenant Stéphane Magnin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également le sergent Nicolas Grange, bonjour. Bonjour Andrea. Merci d'être ici sur ce plateau. Alors c'est vous qui vous occupez de ces conférences en milieu scolaire. Rapidement, quel bilan est-ce que vous en faites de ces 2 semaines de cours en classe? Alors très positif, je trouve qu'il y a eu passablement d'interactions entre les élèves, le conférencier, donc moi-même, et puis c'était très enrichissant. On a vu cette barrière qui a pu être passée tant au niveau de l'uniforme de police qu'on porte tous les jours. C'est aussi le but qu'on apporte en classe. On vient avec ces 2 petites valises, puis on se dit, on va essayer de casser cette barrière. Et puis, pour les mettre à l'aise, moi déjà, au début, j'aime bien demander leur prénom. Et en leur disant que, voilà, on n'est pas là pour les juger, pour leur faire une morale, mais pour qu'ils repartent au moins avec des outils. Ouais, c'est vrai que moi-même, je suis un peu mal à l'aise en traitant ce sujet parce qu'il y a ce côté un petit peu moralisateur. Hein. La police qui vient dire quoi faire ou comment sont comportés aux jeunes. C'est quelque chose que vous ressentez? Alors, absolument pas pour ma part, mais c'est cette impression qu'on a quand on rentre dans la classe. C'est pour ça que quand on les reçoit, déjà on les reçoit à l'extérieur de la classe, on les accueille. Et puis, déjà là, ils ont une autre approche, je pense, de l'uniforme. Quand ils rentrent dans la classe, ils disent, bon, ok, voilà, on a la police, mais c'est après où je fais un petit bilan avec eux. Je leur dis, voilà, comme je viens de vous expliquer avant, votre prénom, moi je me présente, etc. On est entre nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis là, on voit que ça commence à redescendre. Ouais. La pression. Le petit a priori du départ. Stéphane Magnin, quel est l'objectif de ces rencontres? On se souvient évidemment des rencontres qui avaient eu lieu l'année dernière à la plage de Nyon. Vous alliez justement à la rencontre des jeunes. Aujourd'hui, est-ce que vous tirez justement parti de ces expériences pour évoluer au fait dans le concept, c'est ça? Voilà, alors on a la chance cette année d'avoir un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, avec une situation particulière avec le Covid, situation qu'on revit cette année. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait l'été, quelles seront les possibilités de loisirs, de voyages, etc. Donc on s'attend à ce qu'on ait des phénomènes comparables à ceux qu'on avait vécu l'année passée par rapport aux incivilités. On a donc saisi cette opportunité d'avoir ce recul pour prendre des mesures préventives déjà maintenant et puis aller à la rencontre notamment de ces élèves de 9e, 11e et de raccordement. Pourquoi ces élèves-ci? Parce qu'ils sont tout jeunes, hein, effectivement. Ils commencent gentiment, ils commencent tout juste à sortir. C'est une découverte. C'est la question intéressante. Pourquoi des élèves? Pourquoi des jeunes? Parce que dans votre communiqué, on peut lire noctambule, jeunes. Donc ces actions, elles sont pour qui? Alors ces actions, finalement, elles sont pour tout le monde. Hein. Elles sont pour les noctambules en premier lieu, elles sont aussi pour tout citoyen de la région, pour qu'il sache ce qui se passe et puis ce que fait la police dans ce domaine-là. Hein. On a choisi aussi cette intervention parmi les classes parce que, comme je disais, ils commencent tout juste à sortir, ils découvrent un nouveau monde en fin de compte, et puis ils ne sont pas forcément outillés pour faire face à cette situation. Donc ça permet aussi de faire d'une pierre deux coups, d'une part de les sensibiliser sur ces problèmes d'incivilité, et d'autre part de les rendre attentifs sur les dangers que peuvent représenter les sorties en groupe comme ça, la consommation d'alcool, etc.
Ouais. Nicolas Grange, on vous voit là sur le terrain dans les classes. C'est vrai que moi, dans mes souvenirs à l'école, je me souviens de la police qui venait nous apprendre à surtout comment traverser peut-être la route, à quoi est-ce qu'il fallait faire attention au niveau routier. Qu'est-ce que ça dit de la société aujourd'hui que ça a changé, que vous venez sur les classes pour traiter d'autres thèmes? Alors c'est vrai que la société a évolué, on voit toute la technologie qui est autour de nous. C'est dans ce but-là aussi que le canton a mis ses conférenciers en place pour pouvoir, évidemment, je dirais, pallier au danger de la cybercriminalité, mais de la petite criminalité aussi en général. Les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur sur les jeunes que, comme vient de le dire mon lieutenant, évidemment, c'est pouvoir les préparer aussi à ce qui les attend dehors. Parce que pour nous, c'est vraiment important. Alors, je suis d'accord avec vous, on entend ces changements, mais un jeune, ça reste un jeune. On a tous été jeunes, on a tous été pareils. Donc, qu'est-ce qui fait que ça change, cette approche? Je pense que l'approche, elle change par rapport aussi à l'interaction qu'on a avec le jeune. À l'époque, on avait, moi je me rappelle aussi, on avait le policier qui venait en gris avec le képi, la traversée de la route, vu que vous avez évoqué le sujet. Et puis, on était tous alignés, on avait tous un peu peur, parce que c'était très droit, très rigide. Maintenant, il faut bien ouvrir les portes. La police, c'est complètement différent. On est obligé de s'adapter aussi à notre public et aux jeunes principalement, parce que c'est quand même eux l'avenir. Ils sont en pleine construction de leur entité jusqu'à l'âge de 25 ans. Et ça, c'est important que pour nous, on puisse les accompagner aussi dans ce sens-là, faire attention, leur dire attention, il y a ce fil rouge à ne pas dépasser. Nous, on est là, on fait notre travail, ok, mais dehors, ça se passe différemment. Et si vous allez au-delà de cette ligne rouge, il y a des sanctions. Oui, s'adapter à la société, s'adapter à l'actualité aussi, à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de débordements, on entend aussi tout ce qui se passe à Gland, ailleurs, en Valais, à Zurich. Est-ce que forcément ça a un lien, tout ça? Alors, on n'est pas forcément dans une situation comparable à ce qui a pu être vu ces dernières semaines, notamment au Valais ou dans le canton de Saint-Gall. On est dans une configuration complètement différente aussi. Mais bien sûr que tous ces phénomènes de société sont liés d'une manière ou d'une autre. On en parle ici, on en est témoin. On se rend compte un petit peu de ce qui se passe. Et puis la police est là pour rôle aussi de s'adapter à ces situations pour essayer de prévenir toute forme de problème qu'on pourrait rencontrer. Ouais, j'imagine que c'est un challenge aussi pour vous, parce qu'aujourd'hui, on sent que tout le monde est un peu à bout. Parfois, on a forcément envie d'aller à la rencontre des règles, parce qu'on en a tous marre. Donc, c'est quoi aujourd'hui votre discours à la population? Le discours, c'est qu'il faut penser aux autres aussi. C'est important de se dire le rôle qu'on peut avoir dans la société, le rôle qu'on peut avoir pour les autres. Il faut tenir compte aussi des aspirations des autres. Et puis le but maintenant, c'est que tout le monde puisse un petit peu atteindre ses aspirations en tenant compte de celles des autres, en harmonie avec les autres. On a un public qui souhaite se rencontrer, qui a besoin de se rencontrer, avec des possibilités de le faire qui sont extrêmement restreintes, avec la fermeture des restaurants, etc. Donc il faut qu'ils puissent continuer à se retrouver, mais où ça se fait automatiquement beaucoup sur l'espace public, et puis du coup, ça génère ce qui peut être pris pour des nuisances par d'autres personnes, les personnes qui ont peut-être envie de rester chez elles, plus tranquilles. Et le défi, c'est que tout le monde puisse cohabiter sereinement. Ouais, un juste milieu du bon vivre ensemble. Quelles seront les prochaines actions ? Alors, les prochaines actions, donc on a déjà, toujours au niveau de la prévention, des messages de sensibilisation qui seront adressés aux jeunes déjà du gymnase et de l'EPCN, des actions aussi sur le thème des nuisances sonores qui viseront plus la clientèle des établissements publics une fois que ceux-ci auront pu ouvrir. Et puis, on a déjà débuté, dès le week-end de Pâques, une visibilité accrue sur le terrain avec des patrouilles de police qui vont faire de la présence sur les sites de rassemblement, qui vont aller vers les personnes qui s'y trouvent pour créer le dialogue, expliquer un petit peu les enjeux que ça représente et sensibiliser aux problématiques qu'on peut rencontrer, et puis faire en sorte que ces soirées, elles se passent le mieux pour tout le monde. Pour que tout se passe bien, Agnan, Stéphane Magnin, Nicolas Grange, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.
Elle se prépare à disputer la Coupe du Monde de bloc ce week-end à Meiringen dans le canton de Berne. Après une reprise de compétition en demi-teinte ce mois de mars lors de la Coupe suisse, la grimpeuse rolloise de 22 ans, Sofia Yokoyama, s'entraîne dur en ce moment pour livrer sa meilleure performance les 16 et 17 avril. Et elle est avec nous sur le plateau d'NRTV. Bonjour Sofia. Bonjour. Sofia, comment tu te sens avant cette Coupe du Monde, cette étape de Coupe du Monde ce week-end ? Alors, avec cette année un peu difficile, je dois dire que je me sens quand même assez bien. Peut-être pas au top de la forme que j'aimerais avoir, mais je suis déjà contente de pouvoir commencer les compétitions cette année. Année difficile, c'est-à-dire que 2020, c'était le calme plat, quoi. Pas de compétition. En fait, pour moi, il n'y avait vraiment pas de compétition internationale cette année. Ouais. Donc là, du coup, c'est la motivation de reprendre ça, malgré justement cette reprise, je l'ai dit, un peu, où tu étais un peu déçu. Je crois que tu as fini 8e en Coupe Suisse, tu n'as pas pu aller dans les finales, et puis du coup, tu étais un peu déçu, frustré. Ouais, alors on a eu la première Coupe Suisse il y a environ un mois, et malheureusement, ça s'est pas si bien passé. J'ai pas fait finale, j'ai fini 8e. Et puis, alors que je me sentais vraiment bien, j'avais l'impression que ça aurait pu bien se passer, mais non. Je pense qu'un an sans compétition, ça affecte quand même un peu la tête. Il faut se remettre dans le bain, en fait. C'est ça. Et du coup, là, maintenant, comment tu fais pour t'entraîner avec quel mental tu vas disputer cette Coupe du Monde ? Alors, après la Coupe Suisse, j'ai vu que il y a certains aspects que j'ai encore un peu travaillé dessus mentalement tant que physiquement. Du coup, là, j'attaque la première Coupe du Monde plus dans un aspect d'avoir une mentalité différente que j'avais comparée à la Coupe Suisse et de me dire que je suis là vraiment pour m'amuser et que c'est la première Coupe du Monde après plus d'1 an. Et du coup, juste vraiment m'amuser et puis donner tout ce que je peux et puis essayer de ne pas être déçue à la fin. D'accord, donc dans un esprit assez zen en fait pour une Coupe du Monde. Ouais, j'ai entre guillemets rien à perdre. Ouais. Sachant que c'est la première et puis il y en aurait d'autres à la suite de l'année, quoi. Ouais. C'est quoi justement l'objectif là pour toi ce week-end ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quelles sont les performances que tu veux atteindre ? J'ai plutôt des objectifs mentaux que résultats. J'ai bien sûr un résultat où je veux finir. J'ai envie de finir entre top 30, top 20, voire faire demi-finale. Ouais. Mais j'essaie de me concentrer plus sur l'aspect mental et puis être dans une bonne mentalité dans la compète et puis pas m'énerver comme j'ai tendance à faire et juste vraiment être dans le moment et puis m'amuser. Ouais. Ça passe justement par les phases d'entraînement. D'ailleurs, c'est combien d'heures par jour à peu près pour une grimpeuse d'entraînement ? Alors, ça dépend des jours, mais par semaine, ça peut monter jusqu'à environ 25 heures d'entraînement. Et avec les heures de grimpe, le trajet, les entraînements dans la salle de fitness. Ouais, parce qu'il y a c'est un sport qui demande beaucoup de musculation en fait aussi. Ouais, alors ça demande beaucoup de force dans les doigts, dans les bras, dans le gainage, dans le dos. Il faut avoir une explosivité aussi dans les jambes. C'est très complet et puis c'est ce que j'aime bien dans ce sport. Tu t'es centré dorénavant sur le bloc parce que du coup il y a 3 disciplines en fait dans la grimpe. Il y a la voile, la vitesse et le bloc. Ouais. Toi, depuis 1 an, tu as décidé de vraiment te spécialiser dans le bloc. Pourquoi cette décision ? Alors, parce que je trouve que si tu te concentres un peu sur les 3 disciplines, tu te perds un peu dans l'entraînement et tu ne peux pas vraiment être efficace et puis faire ton mieux dans une discipline. Du coup, je me suis dit que je vais vraiment essayer de me concentrer sur une discipline, devenir le plus fort que je peux devenir dans cette discipline, et puis après, pourquoi pas m'ouvrir aux autres disciplines et puis m'entraîner un peu plus là-dedans. Mais à l'époque, quand j'entraînais les 3, j'étais un peu trop éparpillée dans faire de la voix, faire du bloc, et puis c'était jamais vraiment 100% efficace comme ça. Ouais. Justement, on va parler aussi des JO de Tokyo, parce que du coup, donc, tu ne disputeras pas les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, parce que tu n'as pas pu en fait te rendre aux dernières étapes de qualification fin 2020, parce que tu étais blessé, il me semble. Comment tu as pris justement mentalement le fait de faire une croix sur les JO de Tokyo ? Alors, c'était un peu dur au début. Je savais que de toute manière, ça allait être dur pour me qualifier et que les chances étaient quand même basses. Mais je me suis dit qu'il y a quand même une petite dernière chance pour cette dernière compétition. Mais malheureusement, en début d'année 2020, je m'étais fait mal au doigt. Et avec Covid, j'ai pris quand même pas mal de pauses pour essayer de récupérer, mais ça allait pas mieux. Et de toute manière, en novembre, je me sentais pas vraiment en forme. Et puis du coup, on avait discuté avec les entraîneurs. Et puis on est revenu à la conclusion de se concentrer sur une seule discipline.
Et j'ai passé à autre chose, je me suis concentrée sur d'autres objectifs et puis vraiment à me concentrer pour faire en sorte que mes doigts ils aillent mieux. Et ouais, pourquoi pas 2024 ? Ouais, parce que justement, j'ai envie de dire un mal pour un bien quelque part, parce que la spécificité, c'est qu'à Tokyo, il me semble que les épreuves de grimpe, elles étaient justement multidisciplinaires. Il fallait faire les 3 disciplines, justement, bloc, voie et vitesse, ce qui ne sera pas le cas à Paris en 2024, où tu pourras justement te focaliser sur le bloc. Du coup, c'est ton objectif. Ouais, alors... Il y a juste un truc différent à Paris, c'est que bloc et voie sont quand même liés. D'accord. Du coup, il y a une médaille pour bloc et voie, mais la vitesse, c'est une discipline à part. Et puis, c'est un peu la vitesse qui est très différente comparée aux 2 autres disciplines. Du coup, ça, c'est déjà un bon avantage, mais peut-être 2028, les 3 disciplines seraient séparées. Quoi. Ouais. Mais pour le moment, donc, ton objectif, vraiment, là, c'est Paris 2024. Ouais, c'est le plus gros objectif. Après, il y a aussi les championnats du monde à Berne en 2023. Du coup, ça va être vraiment un événement incroyable. Et puis ça, c'est aussi un gros objectif qui va suivre. Ouais. Et pour cette année, alors là, on dit l'étape de Coupe du Monde qui a lieu ce week-end dans le canton de Berne. Après, quelles sont les prochaines étapes pour cette année pour toi, Sophia ? Alors, malheureusement, on ne va pas hors Europe pour les compètes de bloc. Avec le trajet, Covid et tout, je ne pense pas que c'est la meilleure décision non plus. Mais du coup, le prochain objectif, c'est en juin. Mi-juin, c'est la prochaine Coupe du Monde de bloc et c'est à Innsbruck, il me semble. Ok. Donc encore pas mal de travail, pas mal d'entraînement à faire. Ouais. Et puis il y a aussi les championnats du monde à Moscou en septembre. Septembre, c'est ça. Ça, c'est aussi un objectif. Là, ça fait partie des qualificatifs pour Paris 2024 déjà ? Non, pas encore. Hein. Ouais, il me semble que ça commence qu'en 2023. D'accord. Ok, donc il y a le temps, mais en tout cas, on voit tes objectifs, on voit ce que tu as dans le viseur. Oui. On te souhaite le meilleur déjà pour ce week-end et puis pour la suite de cette année. Merci beaucoup. On suivra aussi pour les JO. Ouais. Merci Sophia. Merci à toi, à bientôt. Salut. La 52e édition du Festival Vision du Réel débute ce jeudi 15 avril. Avant son lancement, et c'est désormais une tradition, le festival Les Villes de Gland et Nyon propose une projection au public de la région. On en parle aujourd'hui puisque mercredi 14 avril, vous aurez donc le privilège de pouvoir assister gratuitement au film Le Chant des Vivants sur le site web du festival, disponible à partir de 19h30. On en parle avec vous, Emmanuel Chécon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes programmateur au festival. Alors déjà, un mot sur la manière de pouvoir assister à ce film, l'aspect pratique, comment est-ce qu'on fait ? Ça sera une séance qui sera organisée en ligne. On aurait évidemment préféré, comme on le fait, enfin qu'on l'a fait en tout cas jusqu'à l'an passé, projeter le film de préouverture en salle devant un public en chair et en os qui puisse ensuite réagir, échanger avec le ou la cinéaste qui est en général présent autour des échanges, parce qu'en fait un festival de films documentaires, mais tout festival de cinéma, en fait, privilégie la rencontre. Salle, privilégie la rencontre entre une œuvre, celui ou celle qui l'a conçue, imaginée, et qui ensuite la présente à un public. Et c'est un moment extrêmement important pour la cinéaste ou le cinéaste qu'on invite. C'est ce premier temps de rencontre et d'échange avec le premier public. Et ça, c'est pour la réception d'une œuvre qu'on a souvent portée pendant de longues années, c'est un moment crucial. Cette année, pour la deuxième fois consécutive, hélas, ce temps d'échange ne pourra pas vraiment avoir lieu, comme on l'avait imaginé jusqu'à présent. Mais on fera contre mauvaise fortune bon cœur. Donc, donc vous refaites une édition en ligne que vous avez aussi adaptée, puisque vous avez tiré une expérience de la première édition en ligne l'année dernière. Le Chant des Vivants, donc, c'est un film de Cécile Allegra. En tant que programmateur, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, dans le sens où voilà, c'est un film qui est choisi pour être offert à la population, un film en préouverture, un film musical, mais qu'est-ce qui fait que ça parle à tout le monde ? Musical, c'est pas une comédie musicale, c'est pas une comédie non plus, tout court, c'est pas une... mais il y a des moments qui sont drôles, d'autres qui sont extrêmement poignants, enfin... C'est un film qui nous raconte tout simplement un moment de la vie de ces jeunes migrants qui sont accueillis pendant un séjour
en pleine immersion dans la nature, dans un petit village de l'Aveyron, en France, sud-ouest, à Conques, pour être précis, où est située une abbatiale historique et où s'arrêtent des pèlerins habituellement qui font le chemin de Compostelle. Abbatiale célèbre aussi par rapport aux vitraux qui ont été peints par Soulages. Mais là, en fait, c'est un écrin dans lequel vont pouvoir vivre pendant quelques mois ces jeunes gens qui sont revenus de tout, enfin qui sont revenus surtout de l'enfer, celui comme un voyage du désert, celui du désert, celui de la mer. Ils ont connu la torture dans les camps en Libye. Enfin, ils ont accumulé tout au long de ce périple et de leur exil. Ils sont partis tous loin de chez eux pour des raisons, soit pour fuir la guerre, soit pour des raisons économiques. Enfin, ils ont tout risqué pour arriver jusqu'ici et ils ont risqué jusqu'à leur propre corps. Et tout ça engendre des traumatismes très profonds. Tout ça sera raconté aussi en chanson, je crois. C'est un peu ça l'idée de ce film qui est aussi porté par l'association qu'a cofondé la réalisatrice, Cécile Allegra, association qui s'appelle Limbo, qu'elle a créée juste après avoir tourné un film sur les camps justement en Libye qui s'appelait Voyage en Barbarie. C'était une co-réalisation avec une réalisatrice qu'on a aussi invitée, elle, il y a longtemps à Vision du Réel avec son premier film No London Today, elle s'appelle Delphine Deloget. Et donc à la suite de cette première collaboration, s'est montée cette association Limbo qui donc, dont le but est de réparer les survivants. Et comment elle les répare? Eh bien, en leur proposant comme ça des séjours d'immersion, une vie en communauté aussi, qui est très importante. Refaire du lien aussi avec leur passé, avec leur histoire. Et là, dans ce cas précis, elle fait appel à un musicien autodidacte, mais qui a un long compagnonnage comme musicien, compositeur de musique de film, notamment documentaire, qui s'appelle Mathias Duplessis. Et le chant des vivants raconte ce double processus qui est celui de recueillir des témoignages, enfin finalement faire que ces jeunes gens racontent leur histoire, par quoi ils sont passés, par quel enfer ils sont passés. Et il y a des conditions objectives de l'enfer, mais il y a aussi des parcours qui sont résolument subjectifs. On va regarder un extrait, bien sûr. Pas plus. Le chant des vivants. Je suis un peu bavard, désolé. Tell me how can you love when nobody's ever loved you? Tell me how can you love when all you've met in life is abuse and pain? So I prayed one day my nightmares would turn into dreams, and that day I know for sure I'll be ready to love. Un film donc à voir ce mercredi 14 avril. Il vous suffira de vous connecter sur Vision du Réel. Allez-y déjà à faire un tour aujourd'hui pour pouvoir vous connecter et vous enregistrer. C'est disponible uniquement de 19h30 à minuit. Hein. C'est précis, à 19h30, donc vous avez rendez-vous. De manière plus personnelle, Emmanuel Chicon, qu'est-ce qui vous a plu dans le film? Je crois que c'est son approche en fait de cette situation, cette très dure réalité qu'on méconnaît parfois ici parce que on vit dans des sociétés opulentes, certes qui sont frappées par une pandémie, mais tout le reste de la douleur humaine, et notamment celle qui est portée par ces destins de migrants, est parfois un peu occultée. Et l'approche de Cécile Allegra est pleine d'empathie, d'humanité. Elle leur offre véritablement un espace où ils peuvent se raconter. Et le fait de pouvoir se raconter,
mais notamment par le biais du cinéma, mais aussi la chanson. Que vous travaillez justement à Vision du réel, vous me disiez depuis 2010. Comment est-ce que ces différentes visions, selon vous, ces différents regards, changent au fait la société ici chez nous? Est-ce que vous voyez qu'il y a un lien qui se fait finalement? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il est présomptueux de penser qu'un film changera quoi que ce soit dans la perception qu'on peut avoir d'une réalité. Je pense que plus modestement, ce qu'on essaye de faire année après année dans un festival de films documentaires, c'est d'offrir au public des films qui sont d'abord dont la forme est très diverse à chaque fois. Et surtout qui couvre un champ de la réalité le plus divers et large possible. Alors si on arrive peut-être par le biais d'un film à faire en sorte que un ou plusieurs spectateurs arrivent un petit peu à se décentrer, à changer de point de vue et donc à changer de perception par rapport à une réalité, quelle qu'elle soit, je crois que c'est gagné. Et peut-être qu'un film ne peut que semer une graine qui peut-être après deviendra autre chose, s'inscrira lui à son tour dans la réalité sous forme d'une action collective, d'une prise de conscience qui pourrait déboucher à l'action. Ouais, et cette graine, elle sera plantée donc ce mercredi 14 avril. Ça s'appelle Le Chant des Vivants. Emmanuel Chicon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Bonne journée. Et voilà, c'est tout pour la quotidienne du 13 avril. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.